Bonjour et bienvenue à tous. Ici Amandine Perjot, responsable communication du CNDB. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire dédié au logement collectif bois, un livrable que nous avons réalisé durant ces derniers mois. Alors pour vous présenter rapidement le déroulé de ce webinaire, donc en tant que spectateur, vous n'avez pas forcément votre son d'activer ni votre webcam, c'est normal en fait. Il y a uniquement les intervenants qui sont visibles et audibles. Donc, si vous voulez interagir avec nous, vous avez une petite bulle qui se nomme Converser, qui vous permettra de poser vos questions pendant tout le webinaire en fait. Et ensuite, on y répondra normalement tout à la fin s'il nous reste un petit peu de temps. Donc, au niveau des intervenants, moi-même, Amandine Perjot, ensuite Sarah Laroussi, directrice générale du CNDB, qui vous présentera rapidement notre structure, Jean-Marc Poget, expert construction de bois, qui animera majoritairement ce webinaire, et puis ensuite l'intervention de David Sist qui vient tout juste de nous rejoindre, vice-président de l'Intec, qui nous fera une présentation exactement pareil de sa structure, et puis donc nos 4 intervenants qui vont présenter les 4 réalisations qui font l'objet de ce document, ce livrable retour d'expérience sur le logement collectif bois, Maxime Philippe, Anne Pezzoni, Pascal Boulet et ensuite Antoine Taillou. En résumé, ce webinaire va se dérouler durant 1 heure. Où vous aurez en fait 5 minutes à peu près d'introduction de toutes nos structures, 40 minutes de présentation et ensuite un temps de questions-réponses. Je laisse la parole à Sarah Laroussi. Merci Amandine. Bonjour à tous. Écoutez, je suis Sarah Laroussi, directrice générale du CNDB. Je ne sais pas si on me voit, Amandine, parce que moi, je te vois sur mon écran, mais ok, tout roule. Parfait. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes plus de 300, vous êtes inscrits du coup à ce webinaire, d'où l'intérêt croissant pour le matériau bois dans le logement collectif, qui reste une part importante de la construction. Quelques mots sur le CNDB. Le CNDB, c'est une association loi 1901 qui a été créée il y a 30 ans, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, et qui a pour but de promouvoir et d'accompagner l'usage du matériau bois dans la construction, l'ameublement, et puis dans un sens beaucoup plus large. Le CNDB, en fait, possède 3 pôles de compétences. Le premier, c'est un pôle dédié à la formation. On dispense une dizaine de sessions de formation par an. On a également un pôle information dans lequel on retrouve pas mal de nos outils. La newsletter mensuelle dont on vous parlera dans quelques minutes, on vous invite à vous inscrire. Les réseaux sociaux qui sont animés par Amandine, sur lesquels on poste pas mal d'informations également. Et puis enfin, la partie communication avec l'initiation, le suivi, la mise en œuvre de campagnes de communication à destination des acteurs de la filière forêt-bois, des acteurs de la filière forêt-bois à destination des acteurs de la maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage. Donc, le contact permanent se fait via nos outils, sur nos comptes Facebook, Twitter, LinkedIn, et puis via notre newsletter sur le site du CNDB, qui va être un petit peu modernisé, relifté cet été, et vous aurez du coup l'occasion de découvrir la nouvelle formule à partir de septembre. Nos prochains rendez-vous, parce que l'objectif aussi c'est de vous retrouver tout au long de l'année. Tout d'abord Material and Light, donc un événement réalisé par la revue DA à Paris, au Carreau du Temple, le 8 et le 9 septembre prochain. Le congrès de l'Intec, et on remercie Monsieur Sist du coup de sa présence aujourd'hui, et puis l'Intec du coup pour ce fabuleux partenariat qui a été initié et signé entre nos 2 structures en début d'année. Donc le congrès de l'Intec, c'est le 9 et 10 septembre à Angers. N'hésitez pas à vous inscrire directement sur le site de l'Intec ou via les liens qu'on vous diffuse et transmet sur les réseaux sociaux et dans notre dernière newsletter. Un webinaire sur le bois et l'habitat. On se rend compte que c'est un format qui plaît, et que vous nous en demandez un peu plus. Donc, pas de souci, on est là pour ça. Et du coup, on va aborder cette thématique bois et habitat avec un angle sur la maison individuelle, qui reste aussi un marché important. Ce sera le 15 septembre, en partenariat avec la revue Séquence Bois. Le congrès de l'UNSFA, donc le congrès du coup dédié aux architectes, qui aura lieu à Rennes du 29 au 31 octobre. Merci, pour ne pas oublier. Et puis enfin, un dernier événement tout aussi important, les rencontres Woodrise, qui auront lieu à Bordeaux du 3 au 9 octobre également.
et sur lesquels nous réalisons les relations presse. Et ça me permet de saluer nos collègues du FCBA qui organisent avec Fibois Langue de Gascogne ce bel événement. Donc voilà, ça fait beaucoup d'actualités. N'hésitez surtout pas, à vous abonner à notre newsletter mensuelle, 2, à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être informé au compte-gouttes des différents événements. Et puis, il n'y a plus qu'à de mon côté, là, vous souhaiter un très bon webinaire. N'hésitez pas, comme le disait Amandine, à poster vos petites questions. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis David Sis, vice-président de l'Untech à la formation initiale, et donc je vous remercie de m'avoir invité à participer à ce webinaire et de me laisser la parole afin de présenter notre organisation. Donc, l'Untech est un syndicat professionnel créé en 1972 et l'unique organisation à représenter les économies de la construction en France. Notre siège se situe à Paris. Nous représentons environ 900 adhérents avec un effectif moyen par cabinet de 4 personnes répartis en 13 régions administratives sur le territoire. Vous pouvez consulter notre site internet et vous y trouverez tous les renseignements nous concernant à ce sujet. Chaque année, 2500 jeunes se forment au métier de l'économie de la construction, du niveau BT, BTS, licence et master, qui sont dédiés à ça. Nous sommes membres fondateurs aussi de l'OPQTech, organisme de qualification des membres, et le CEC, qui est le Conseil européen des économies de la construction. Au fil des années, l'Untech a fait reconnaître la profession d'économiste de la construction. Nous sommes proches du terrain et nous donnons plus de poids à la parole de nos membres et promouvons l'image d'une profession dynamique, je l'espère. L'économie de la construction, reconnue dans la filière du bâtiment, est l'acteur transversal au sein de tout projet en lien entre le maître d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, sur le point de vue économique, bien sûr. Nous sommes spécialistes d'éco de la construction d'un projet en neuf et en réhabilitation, depuis la faisabilité jusqu'à la réception des chantiers, y compris les phases intermédiaires d'avant-projet, analyse d'offres et suivi financier durant le chantier. Nous intervenons également en phase de programmation économique. Nous sommes présents dans plusieurs groupes de travail ministériels pour le développement économique de la filière du bâtiment, tels que le CSC2E, la DHUP, la QC, l'HQ Association, et bien d'autres que vous retrouverez également sur notre site internet. Nous organisons des événements et des rencontres dédiées aux professionnels de la construction, tels que les cafés techniques, l'afterwork, Light-Up Startup, le congrès, le salon des économistes de la construction qui se tiendra cette année à Angers début septembre, comme l'a souligné Mme Laroussi tout à l'heure. Nous participons à la définition des parcours de formation initiale en lien avec le ministère de l'Éducation. Nous sommes en pleine rénovation du BTS économie de la construction en ce moment. Nous sommes également organismes de formation continue certifiés en présentiel, en distanciel, en e-learning, en MOOC et organisation de webinaires techniques. Nous développons également une suite logicielle adaptée à notre métier d'économiste de la construction, dont un module est ouvert au grand public pour la gestion du coût global dénommé Gestiona. Tous ces renseignements sont également disponibles sur notre site. Voilà. Nous avons mis en place un partenariat privilégié avec le CNDB pour promouvoir des événements communs concernant la filière bois, avec lequel nous comptons mettre en place des formations sur ce thème, également, pour la formation continue. Je tiens également à remercier le CNDB pour cette collaboration et ce retour d'expérience de construction de logements en bois qui va vous être présenté. Voilà, je reste à votre disposition pour les discussions à l'issue des présentations des projets. Merci à votre écoute et peut-être à tout à l'heure. Merci. Jean-Marc, du coup, tu as la main sur le PowerPoint. Alors, Jean-Marc, pour le moment, on ne t'entend pas. On devrait m'entendre maintenant. Là, c'est bon, voilà, c'est parfait. C'est nettement mieux. Bien, eh bien, bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter Jean-Marc Poget, donc du CNDB. Est-ce que j'ai juste un petit souci de vignette là qui me cache mon écran? Voilà, je vais descendre, comme ça c'est plus simple. Oui, alors nous avons fait au CNDB un retour d'expérience en 2013 sur 8 opérations de logement collectif. Ce document est d'ailleurs téléchargeable sur notre site, vous y avez accès sans aucun problème, et il nous a semblé nécessaire de le réactualiser cette année pour voir un petit peu comment les choses avaient évolué un petit peu dans ce domaine.
On a donc sélectionné 4 réalisations en France, réparties, vous les voyez, ce sont les points bleus sur la carte. On a une opération à Rosny-sous-Bois, donc proche de Paris, une opération dans l'ouest, une dans l'est, et puis une un petit peu plus au sud. L'opération du Coquelicot, c'est un R+2 de 22 logements, qui est à Val d'Aon. L'opération de l'Esther, c'est une opération qui est plus urbaine, avec 19 logements qui se situent en Seine-Saint-Denis. L'Hélios comporte 36 logements en bois sur 3 bâtiments, R+3, R+2, qui se situent en Maine-et-Loire. Et puis enfin, la dernière opération est une petite opération de 4 logements en bois dans les Vosges, mais qui pousse très loin l'usage du biosourcé et puis la performance thermique, puisque c'est un bâtiment qui est passif. On va donc balayer ces 4 opérations avec nos intervenants, et puis ensuite on aura quelques considérations en termes de synthèse sur les coûts de construction que l'on a pu constater sur les 4 réalisations. Quelques mots sur la RE 2020 et comment ces opérations peuvent y répondre. Un petit focus sur les planchers, souvent sur un point sur lequel les maîtres d'ouvrage peuvent s'interroger. Et puis enfin, quelques éléments de retour d'expérience que nous avons tirés de ces 4 opérations. Donc c'est moi qui dois pouvoir piloter. Là, nous sommes donc à Val d'Aon pour un immeuble de 22 logements qui est sur 3 niveaux, qui comporte 18 T2 de 40 m² T3 et 4 T3 de 62 m². Il est équipé de parking en sous-sol et des garages et des places de parking, ce qui donne à peu près 2 emplacements par logement, ce qui est assez important. On a un maître d'ouvrage qui est promoteur, qui s'appelle Gardavo Immobilier, mais qui est en même temps entreprise générale, c'est l'entreprise Gardavo. Alors, je laisserai Maxime Philippe présenter son entreprise tout à l'heure. Au niveau du contexte, alors on est dans un lieu qui est très proche de la Suisse, avec de fortes demandes pour des logements de type T2, T3. Et l'objectif de cette opération de promotion, c'est de proposer des appartements à un prix abordable dans une zone sur laquelle les terrains sont rares et donc très chers. Et en même temps, avoir des logements qui soient proches du centre-ville et des commerces pour limiter les déplacements. Vous avez donc les photos de l'opération sur la droite. Et en termes de configuration, en fait, l'ensemble de l'opération se tourne autour d'une cour intérieure qui permet de desservir les logements. Alors, le petit croquis en haut à gauche vous donne la composition du bâtiment. Vous avez en bas une infrastructure en béton qui va accueillir les parkings. Au-dessus, c'est de la construction ossature bois tout à fait classique. Mur ossature bois avec un plancher en solivage. Au niveau de l'extérieur, on a des bardages composites de manière à limiter complètement l'entretien du bâtiment. Et au niveau de la charpente, ce sont des caissons de bois qui font toiture terrasse sur la partie supérieure. La desserte des logements se fait via des coursives intérieures à l'intérieur du patio, vous voyez sur la photo, qui sont métalliques, sur lesquelles on a des dalles béton et qui vont permettre d'accéder à l'ensemble des logements. On retrouve ces structures métalliques également sur les grandes terrasses qui sont disponibles pour chacun des logements à chaque angle du bâtiment. Tournez la page. Alors, on a ici sur la droite une coupe du bâtiment qui vous fait apparaître qu'on est sur une partie maçonnée en bas. Donc, ça, c'est la dalle haute du parking. On a des murs ossature bois dans une épaisseur de 160 mm, plus une contre-isolation intérieure de 45 mm. Je crois que c'est ça de mémoire. Laine minérale de 45 mm. On trouve un plancher intermédiaire qui est un plancher sur solivage. Au-dessus de ce plancher, on va trouver un ravoirage qui va permettre de passer des réseaux, puis ensuite un résilient et une chape qui vont assurer l'isolement acoustique au niveau des bruits de choc. En sous-face, 2 plaques de plâtre et une laine minérale. Et puis, petite particularité dans le projet, l'entreprise propose à ses clients d'avoir un aspect bois en sous-face du plafond, en proposant en option un contreplaqué qui peut être, c'est un panneau 3 plis qui peut être mis au plafond et donne une ambiance bois à l'intérieur du logement. Au niveau du chauffage, on a un système de câbles électriques qui passe dans le plancher, vous l'apercevez sur la gauche, et puis en haut, un système de membrane d'étanchéité au niveau de la toiture.
Au niveau des séparatifs logements, vous avez un système de double mur qui est une solution assez classique, qui est très performante. Vous remarquerez d'ailleurs au passage que l'OSB de ces murs est tourné côté intérieur du logement, et non pas partie intérieure ici. Pourquoi? C'est pour correspondre aux préconisations acoustiques de Cercal, qui disent qu'il vaut mieux avoir la partie OSB côté intérieur, car si on a deux faces d'OSB ici dans l'interstice, on risque d'avoir un effet de tambour avec une propagation des ondes. Donc le fait d'inverser les murs et d'avoir isolant contre isolant permet de s'assurer qu'on n'a pas de transmission des ondes acoustiques entre les deux murs. C'est une opération dans laquelle l'entreprise va très loin dans la préfabrication, puisque vous voyez que les murs sont préfabriqués en intégrant l'isolant, le pare-vapeur, le pare-pluie, ça c'est habituel, mais également le bardage et les menuiseries. Les planchers sont fabriqués sous forme de caissons et arrivent sur le chantier pour être simplement posés sur les murs. C'est la suivante. Non, c'était la dernière. Alors je vais me tourner, je vais essayer de revenir, si je peux, sur la d'avant. Par à gauche. Oui, mais en fait, je ne sais pas pourquoi, il y a une bande noire qui me cache la flèche. C'est bon, la tête dessus. Et voilà, je l'atteins de manière très très limite. Bien. Alors je vais me tourner vers Maxime Philippe pour lui poser quelques petites questions. D'abord, au niveau de l'entreprise, comment êtes-vous passé de la promotion au logement collectif? Maxime. Alors Maxime, pensez bien à réactiver votre micro pour le moment où on ne vous entend pas. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, d'accord. Donc, bonjour à tous, Maxime Philippe, responsable commercial de Gardavo Habitation. Donc, pour répondre justement à Jean-Marc, voilà, on est passé tout simplement, nous, de la promotion immobilière à la construction traditionnelle, parce que nous, on est spécialisé vraiment dans la maison individuelle. Mais voilà, notre structure fait que voilà, ça ne posait pas, en tout cas, de contraintes techniques et commerciales, en tout cas, pour faire de la promotion immobilière sur du logement collectif. Donc, du coup, voilà, c'est venu tout naturellement chez nous. Donc, issu de l'immobilier, on a arrivé justement à faire une promotion assez rapide. En tout cas, nous, nos bureaux d'études ont pu concevoir, en tout cas, des logements respectant toutes les normes actuelles. Et comme on a une entreprise qui a quand même assez pignon sur rue sur notre secteur, c'est vrai que les futurs acquéreurs nous ont fait tout de suite confiance. C'est des choses qui ont beaucoup plu, en tout cas par rapport à ces logements-là. Et le terme que ce soit en tout cas en ossature bois a pas mal rassuré les gens sur la rapidité d'exécution et sur justement la performance thermique. Donc voilà, donc c'est venu assez simplement. Et le principal élément commercial que vous ressentez chez vos clients, c'est lequel? Alors, le respect de l'environnement, en tout cas pour certains, ce fut du coup en tout cas vraiment un point assez sévère. Et après, en tout cas, voilà, les gens ont vraiment apprécié ce terme-là. Mais c'est surtout aussi la rapidité d'exécution. C'est vrai que comme on a une grosse demande sur le secteur, via justement voilà, la zone frontalière, les gens sont assez pressés en tout cas d'avoir un logement et le fait de construire en si peu de temps, voilà, par le fait d'avoir maximum de choses en atelier, a fait que voilà, on a eu beaucoup de demandes et les gens ont apprécié vraiment le fait que ce soit pour les investisseurs, parce que du coup, ils avaient vraiment la possibilité de mettre un locataire très rapidement dedans, et du coup, pour aussi les propriétaires bailleurs, enfin pour les propriétaires occupants, pardon, du coup, qui étaient vite dans le logement, donc qui évitaient d'avoir des intérêts intercalaires ou ce genre de choses. Donc, c'était vraiment apprécié. En tout cas, notre force commerciale a été vraiment basée là-dessus, sur le fait qu'il y ait une rapidité d'exécution sur l'ossature bois, contrairement à du bâtiment plus traditionnel en agglo, briques ou parpaing. Petite curiosité, puisque vous proposez à vos clients d'avoir un aspect bois au niveau des plafonds, est-ce que c'est une option qu'ils prennent souvent?
j'ai envie de dire à 95%. C'est vrai qu'on donne le choix, donc les gens apprécient, en tout cas, c'est ça qu'ils apprécient dans le neuf, c'est de pouvoir choisir un petit peu les finitions de leur appartement. Et c'est vrai que le côté chaleureux du bois aime bien être retrouvé dans le collectif, que ce soit en maison individuelle, bon, bah, ça c'est notre métier, mais après, dans le bâtiment collectif, on n'a pas la même clientèle. Mais c'est vrai que ça a été très apprécié d'avoir voilà, la possibilité de choisir une finition bois. D'accord. Merci Maxime. Alors, on a quelques questions. Je ne sais pas si, Maxime, tu peux y répondre rapidement. Alors, dites-moi. Alors, la première, en quoi sont faits les parements de façade? Alors, les parements de façade, donc, comme l'a dit Jean-Marc, c'est en bardage composite. Donc, voilà, pour donner des marques, on a travaillé avec du Canexel et du Trespa, donc un mix des deux, pour la simple et bonne raison que les gens aujourd'hui, sur du bâtiment collectif, limitent vraiment les charges de copropriété, en tout cas veulent un minimum d'entretien. Donc, du coup, voilà, on est parti plutôt sur un bardage composite. En tout cas, sur ce secteur-là, parce qu'on a une demande plutôt dans ce thème-là. Après, on adapte en fonction des secteurs. Voilà, si on est plus dans une zone montagne, on va partir plus sur des bardages bois ou voilà, c'est plus par rapport aussi à l'environnement qu'on adapte en termes de bardage. Ok, deux petites questions rapides également pour maintenir le timing très serré. Quelles sont les essences qui ont été utilisées et puis quel était le temps en fait entre la fabrication du coup de l'ossature et la pose? Oui. La durée de chantier quoi. Après, en composition, donc après nous, en termes d'ossature, on travaille principalement l'épicéa, enfin en tout cas tout ce qui est résineux. Donc ça, c'est vraiment sur la structure. Après, bah, comme je l'ai dit, on a le composite justement sur l'extérieur. Ossature métallique pour tout ce qui est balcon, terrasse et accès escalier. Et après, du coup, la deuxième question, en termes de délai. Donc, en termes de délai, on a eu à peu près, on va dire, 3 semaines de fabrication en atelier et équivalent en montage, parce qu'on a dépêché plusieurs équipes justement pour le montage. Donc, de la dalle brute jusqu'à l'étanchéité, on a mis à peu près 3 semaines, 3 semaines et demie. Très Voilà, bien. pour le hors d'air. Merci. Pour les autres questions, vous aurez une réponse d'ici la fin du webinaire ou directement en fait en ligne via l'article et la vidéo. Merci Maxime. De rien. Bien, on va passer à la seconde opération et cette fois-ci, on va se rapprocher on va être beaucoup plus dans l'urbain cette fois-ci avec une opération de 19 logements qui a été réalisée par un maître d'ouvrage qui s'est spécialisé dans la construction bois. Et là encore, ce sera une opération de promotion. L'agent d'architecte qui a conçu ce bâtiment, c'est Archi5. Et je vais céder la parole à Anne Pazzoni qui va nous présenter son projet. Bonjour Donc, c'est à vous. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Très bien. Parfait. Je vais vous présenter cette opération qui est une petite opération de logement et qui est effectivement dans un tissu urbain assez dense. C'est une opération qui a été faite dans un tissu diffus, donc avec, comme vous le voyez, on va dire une volumétrie assez spécifique qui sont liées à des contraintes d'urbanisme qui sont assez importantes. Donc, une gestion des formes qui n'était pas particulièrement évidente, en tout cas dans le cadre de la construction bois. En effet, cette opération, nous l'avons réalisée avec REI Habitat, qui est un promoteur qui a cette spécificité de ne faire que du bois et avec qui nous avions déjà réalisé 4 opérations. Et donc, dans cette continuité de travail en commun, on s'est, à chaque opération, donné des objectifs complémentaires et des nouveaux challenges en fait, avec la construction bois à réaliser. Donc, c'est vrai qu'on a commencé il y a un certain nombre d'années, c'était il y a environ 10 ans avec la première opération, et déjà c'était assez expérimental. Mais on est arrivé à faire cette opération en se disant quels sont nos 2 prochains objectifs. Un,
c'était la filière courte, c'est-à-dire essayer de trouver du bois français, du bois qui provienne d'un rayon assez restreint. Et notre deuxième objectif, c'était d'avoir plus de bois de construction visible à l'intérieur des logements. Pour ce qui est de la filière courte, eh bien, on a voulu faire ce bâtiment en hêtre, comme son nom l'indique, ça s'appelle l'Ester. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire, puisqu'on était parti avec une entreprise qui a malheureusement fait faillite. Du coup, on est resté en résineux. Et donc, on est en résineux sur cette opération. On ne désespère pas de pouvoir travailler sur du feuillu, mais c'est la construction de toute une filière qu'il nous faut réaliser. Pour ce qui est de montrer le bois dans les logements, eh bien, ça, nous l'avons réussi avec effectivement du CLT en plancher, qui est resté apparent, donc en sous-face, sur l'ensemble des logements, à l'exception des pièces d'eau, dont les plafonds ont été doublés. Donc, notre composition de plancher, c'est donc des éléments de CLT. Ensuite, un résilient qui permet, et puis de la grappe qui permet de faire passer les réseaux, et une chape liquide pour des questions d'acoustique et aussi des questions d'inertie de bâtiment, car dans notre approche qui n'est pas dogmatique, il nous apparaît important de ramener de l'inertie dans les bâtiments en bois pour des questions thermiques. Voilà. Sur les parties verticales, on est en ossature traditionnelle. Et puis, on a aussi les terrasses étanchées sur des éléments en CLT. Donc, comme vous le voyez, la coupe montre que le terrain était avait une déclivité assez importante. On a souhaité conserver une maison existante. Et donc, tout cela nous a donné des contraintes de prospect, des retraits, etc. Donc, une modénature assez complexe qu'on a quand même réussi à gérer avec la construction bois, qui nous amène des épaisseurs supérieures, on va dire, à la construction en béton. Est-ce qu'on a quelques images du projet réalisé? Vous m'entendez? Oui. Oui, mais je maîtrise très mal le passage des diapos, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, comme vous le voyez, on a voulu montrer tous les éléments constructifs et on sait, et puis on le perçoit auprès des habitants, que c'est une vraie envie, un vrai souhait de sentir, parce que le bois, c'est vraiment aussi une question sensuelle, c'est-à-dire que lorsqu'on habite dans du bois, on a besoin d'avoir l'odeur, on a besoin d'avoir la vision du bois. Et c'est vrai que nous, on a trouvé intéressant de montrer vraiment la structure, ce qui porte ce bâtiment. Donc, l'image qui se trouve en bas à droite correspond aux petites maisons qui sont sur le toit. Ces petites maisons, elles sont sur 2 niveaux. Et puis, l'image que vous voyez, ça, c'est plutôt une zone courante d'un logement sur les niveaux. On a donc un bardage qui est en bois. C'est du mélèze pré-grisé. On aperçoit des éléments métalliques et verticaux qui nous permettent en fait de tenir nos balcons sur nos murs ossature bois. On a souhaité laisser visible parce que dans notre idée de la lecture d'un bâtiment, c'est de pouvoir comprendre comment ça tient, comment ça fonctionne et d'avoir une sorte de vérité structurelle apparente. On a utilisé aussi du métal sur certaines poutres, puisque nous étions dans un site contraint et il nous fallait quand même gérer des hauteurs de poutres. Merci Anne. On a peut-être quelques questions. Allez-y, je vous écoute. C'est que Sarah avait… Alors, tu veux que j'y aille, Jean-Marc? Oui.
Allez. Alors, tout ce qui est notion de coût et d'acoustique, comme vous l'expliquez Jean-Marc, en fait, vous seront présentés en fin de webinaire, dans la partie synthèse. On avait quelques questions sur le CLT. Hop. Donc, alors, avez-vous les essais acoustiques en réception, notamment les transmissions acoustiques latérales avec le CLT apparent? Tout à fait. En fait, c'est la première opération qu'on fait avec ce procédé-là. Et effectivement, d'autres opérations, enfin au moins une autre avait été réalisée et ces essais acoustiques étaient gardés comme une perle rare, mais on a fait donc, des essais à la fin de ce chantier qui se sont avérés correspondre à notre objectif. Ok. Pourquoi ne pas avoir utilisé du CLT au niveau des murs? Alors ça, c'est une équation globale du projet, c'est-à-dire eh bien, il nous fallait atteindre un coût d'objectif qui soit raisonnable. Donc, comme pour chacune des opérations, il nous faut faire des choix. Et on a donc mesuré en fait l'effort financier qu'il fallait mettre parce que le CLT est plus cher que le mur ossature bois traditionnel. Les menuiseries sont-elles en bois? Et si oui, en quelle essence? Les menuiseries sont en bois. Je préfère ne pas vous répondre parce que j'ai peur de vous dire une bêtise. C'est un résineux. Je pourrais vous répondre ensuite si vous voulez. Ok, très bien. Si. On va passer à une autre opération. On a eu 2 opérations qui étaient en promotion. Maintenant, on va passer par une opération d'un bailleur social qui s'appelle Angéloire Habitat. C'est la réalisation de 36 logements locatifs sur 3 plots. On a un R+3 et un R+2. Dont l'architecte est Johan Guichard, le maître d'ouvrage, donc Angéloire Habitat. Ils ont été accompagnés par un bureau d'études environnement qui s'appelle Wigwam Conseil. Et puis l'économiste est ESEB, via la personne de Pascal Boulet. Pascal Boulet, je vous laisse présenter cette opération que vous avez suivie de près. Merci, bonjour à tout le monde. On a commencé cette opération qui date du 2e semestre 2016. Donc ça fait pratiquement 4 ans maintenant, ça commence un petit peu à dater à l'époque. Le but d'Angéloire Habitat, c'était de préparer la future RE 2020. Ils voulaient à l'époque avoir une notion de ce qui allait les attendre par rapport à cette nouvelle réglementation. Et surtout, ils voulaient mettre en place des systèmes constructifs, des organisations qui leur permettent d'atteindre des coûts acceptables. C'est-à-dire que le but était absolument pas de faire un démonstrateur hors de prix qui démontre que le bois marche bien, hein, mais qui démontre aussi qu'un bailleur peut faire du bâtiment collectif à un coût tout à fait acceptable. Et donc, on avait un objectif de coût de 1 600 € du mètre carré à l'époque hein, pour respecter le dossier. Alors, il y avait une démarche particulière également. Ils voulaient traiter également le projet en BIM. Hein, et donc, ils ont traité le projet en BIM. Et nous, on a intervenu dans ce cadre-là. On a pas mal de compétences dans tout ce qui est démarche BIM au sein d'un projet. Et donc, on est intervenu notamment pour ces aspects BIM. Alors, il faut savoir que nous, on est situé sur Grenoble, Angéloire Habitat, donc sur Angers. La commune, c'était Beaucouzet. On avait des bureaux d'études à Nantes. Hein, et donc, une démarche collective, collaborative qui a été menée par le cabinet Wigwam. Donc là, on le voit sur cette diapo là maintenant, tous les systèmes. On était en construction bois totale, seule la cage d'ascenseur était en béton, hein, même les planchers étaient en bois. Et donc, on a fait un gros travail, notamment à l'APD, hein, avec les méthodes qu'on utilise, nous, qui sont des méthodes proches de ce qu'on appelle des méthodes INTEC, hein, un découpage par éléments constructifs. C'est-à-dire qu'on découpe le bâtiment en fondation, façade, les éléments séparatifs, donc l'enveloppe, hein, pour décomposer le bâtiment et les coûts
et pouvoir avoir une enveloppe de coûts sur chaque élément. Et donc, on a fait un très gros travail dès la PSAPD avec donc l'architecte sur les maquettes, donc il travaillait sur Revit, hein, et sur les différents éléments. Hein. Donc on le voit ici. Alors bon, je laisserai plutôt les spécialistes de construction bois parler. Ils seront plus spécialistes que moi pour parler de ça. Ce qu'on peut voir sur ces constructions, c'est que il y avait un très très fort impact de l'acoustique sur cette construction, sur ce type de construction. Donc l'acousticien était très impliqué dans le projet et nous a permis d'avancer en proposant des solutions techniques qui ont été validées notamment par le mandataire qui était l'entreprise générale Rousseau, hein, qui allait prendre en charge la réalisation du dossier. Ce qu'on peut dire sur, alors on peut peut-être passer à la démarche, la photo suivante. Voilà. Donc là ici on voit 3 plots pour avoir un total de 36 logements. Il faut savoir qu'au début, dans le cadre de la démarche collaborative, on n'était pas du tout sur ce type de projet. On était plutôt sur 2 barres à peu près égales, pas forcément très très bien orientées. Et l'ensemble de la démarche collaborative qui a été menée par WIWAM, en gros, au début, on diverge un peu tous, après on reconverge. Ça a été une très belle expérience qui a permis notamment de changer de principe et de partir plutôt sur 3 plots pour X raisons. Je ne vais pas tout détailler ici. Hein. On a même eu aussi pendant un moment la possibilité de regarder un plot en passif, un plot en BPOS pour Angelo Habitat était intéressé pour voir la vie du bâtiment ensuite sur du passif et du BPOS. Et il se trouve qu'en 2016, fin 2016, on est au moins en plein dans le plus C-, ce type de label. Et donc, Angelo Habitat a décidé plutôt de partir sur le plus C-, sachant qu'à l'époque, on n'avait pas du tout de référence par rapport à ça. On a été le premier projet de bâtiment collectif labellisé plus C-, on est E3C1. Hein. Et donc, ça a été aussi assez compliqué de se caler techniquement par rapport à des références qui n'existent pas encore. Hein. Donc, il y a eu aussi beaucoup de discussions là-dessus. Mais bon, tout ça, petit à petit, avance. 4 ans après, on n'en est plus au même niveau. Quoi. Donc, voilà. Donc, au niveau des coûts, tout ça pour vous dire qu'au niveau des coûts, on a dès l'APD, on a pu respecter les coûts, puisque là, je regarde, on est arrivé à 1 727 € du mètre carré. Hein, total, pour une surface à ce moment-là de 2165 m² habitables. On a une petite question. Pourquoi avez-vous gardé la cage d'ascenseur en béton ? On avait un noyau béton. Alors au départ, on était parti aussi sur, on s'est posé la question sur est-ce que on fait pour l'étude thermique et l'inertie, est-ce qu'on fait des parois béton à l'intérieur? Il y a eu une grosse discussion là-dessus. Et finalement, on est parti sur tout béton, sauf la cage d'ascenseur qui servait un peu de noyau par rapport à ça. Mais effectivement, en béton, il ne restait, à la fin, il ne restait plus que la cage d'ascenseur. Le noyau participe au contreventement du bâtiment ? Oui, je suppose. Je ne suis pas un spécialiste structure, mais probablement, oui. D'accord. Merci Pascal. Ouais, merci. Eh bien, dernière opération, alors elle nous emmène dans les Vosges, celle-là. Toujours avec un bailleur que l'on connaît bien dans le bois, c'est le Toit Vosgien, puisqu'il a beaucoup d'expérience dans la construction bois. C'est une petite opération qui comporte 4 logements et qui a poussé un petit peu loin le bouchon, mais ça, Antoine Pagnoux va nous l'expliquer puisqu'il est l'architecte de l'opération. Antoine, c'est à toi. Merci, donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la campagne, puisque effectivement c'est une petite opération donc pour le bailleur social Toit Vosgien, habitué de la construction bois, mais aussi de la construction très performante d'un point de vue énergétique. C'est un maître d'ouvrage avec qui on travaille depuis plus de 15 ans sur systématiquement des opérations avec des cibles environnementales très très fortes. Là, on est dans un contexte d'un petit ensemble de 4 logements qui se situe donc à plein fin, à 550 mètres d'altitude. Ça veut dire dans un climat qui est plutôt rude. Et on applique finalement à ce petit projet les mêmes recettes que celles qui sont appliquées à l'ensemble du patrimoine du Toit Vosgien, c'est-à-dire
viser à ce que les charges locatives énergétiques soient les plus faibles possibles. Et là, le matériau bois, associé à des isolants biosourcés, associé à des systèmes énergétiques, associé à une conception globale, permet d'atteindre cet objectif. Donc la démarche qui a été appliquée est assez simple, elle est toujours pour nous très hiérarchisée. C'est le bioclimatisme en premier. Donc on oriente le bâtiment le mieux possible, on le protège du soleil d'été et on l'ouvre au soleil l'hiver. La qualité de l'enveloppe après, en deuxième étape. Qualité de l'enveloppe avec du bois structurel, donc les bâtiments sont intégralement, enfin le bâtiment pardon, est intégralement en structure bois. Isolation en paille de 38 cm, renforcée avec 5 cm de fibre de bois par l'extérieur, 50 cm de cellulose en toiture et 20 cm de polyuréthane sous les pieds, en dessous d'une chape. Les volumes chauffés, donc des logements, très simple, un volume très très simple qui ressemble beaucoup finalement à la volumétrie des vieilles fermes vosgiennes dans ses proportions. Et puis un volume non chauffé qui est le carport avec le cellier qui permet de stocker les vélos, de garer les voitures et de stocker un petit peu de bois pour le poêle à bois qui va permettre de chauffer les bâtiments. Alors, voilà, on a des photos, donc une photo de l'intérieur avec donc, en haut à gauche le poêle à bois qui est un petit peu le centre du système énergétique puisqu'on est en VMC double flux collective pour l'ensemble des 4 logements avec récupération de chaleur sur les eaux grises, donc les eaux des douches principalement. Récupération donc sur la VMC double flux au niveau des calories sur l'air et puis donc un petit ballon thermodynamique qui va aussi reprendre sur la double flux, derrière la double flux pour faire l'eau chaude sanitaire. Tout ça nous amène à 10 € de charge énergétique comprenant donc chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation et entretien du système collectif par logement par mois. Qui est vraiment le point le plus bas qu'on pense pouvoir atteindre. Les principes de construction, c'est aussi finalement une technique très simple de mur ossature bois qui est réalisable finalement par n'importe quelle entreprise de charpente, donc forcément par des entreprises locales. Donc il y a aussi cet intérêt finalement de faire de réintroduire de l'économie dans le circuit local, à la fois par les économies qui sont faites pour les locataires, mais aussi en faisant travailler les entreprises locales. Au niveau architectural, donc je parlais tout à l'heure d'un bâtiment très monolithique finalement, il reprend donc les codes des constructions traditionnelles avec une interprétation un petit peu contemporaine. On a une vêture qui est réalisée avec des tuiles en terre cuite, donc qui sont des tuiles de toiture tout simplement. Donc on a les mêmes tuiles sur la toiture que sur les façades, qui sont faites par Wienerberger pour le citer, avec 3 teintes de tuiles, une teinte noir mat, une teinte gris vernissé et une teinte noire vernissée, qui fait qu'on a un effet vraiment de lumière qui est très intéressant sur le bâtiment, que cette enveloppe finalement s'intègre très très bien dans son cadre champêtre. De fait, en jouant finalement avec la lumière et avec la couleur du ciel qui va varier. Et on a toutes les parties extérieures qui sont soit des balcons, donc là vous avez la façade sud. La disposition d'ailleurs du bâtiment a été pensée pour capter au maximum les apports solaires. Donc là, la façade sud, sur la photo principale, on voit les balcons avec finalement les protections d'été pour éviter que le soleil ne rentre à l'intérieur. Toutes ces structures-là sont en métal et sur la façade nord, donc de l'autre côté, on va avoir le même principe qui est une coursive qui va permettre de desservir les 4 logements. Antoine, je te coupe. On a une question finalement sur cette vêture qui est très particulière et très belle. Est-ce que ça a posé un problème vis-à-vis du PLU? Non, aucun. Il n'y avait pas le PLU était relativement simple et relativement léger, donc on n'avait pas de contraintes.
c'est vrai que quand on a déposé le permis, on s'est dit un bâtiment noir comme ça, d'autant qu'on a en plus travaillé vraiment au niveau de l'architecture, que tous les détails soient, qu'on n'ait que deux couleurs finalement, le bois, les parties écorchées du bâtiment qui sont en bois, qui permettent de comprendre que c'est un bâtiment bois, et la partie qui protège la carapace finalement qui est noire. On s'est posé beaucoup de questions et en fait le bâtiment, même les plus anciens du quartier le trouvent très sympa, donc il s'intègre très très bien. Bon, merci, merci beaucoup Antoine. Avec plaisir. On va passer donc à la partie synthèse. Et je vais attaquer tout de suite par par des questions qui sont remontées de nombreuses fois. Ce sont les coûts de construction constatés sur ces opérations. Alors, dans un premier temps, on vous affiche simplement les coûts de construction hors taxe par mètre carré surface habitable, hors aménagement paysager extérieur. Donc espace vert, etc., sont non compris. On a deux opérations qui sont assez proches, le Coquelicot et l'Hélios. L'Esther qui est à 1900, autour de 1900 €, tandis que Plein Fin se situe autour des 1800 €. Alors, ces opérations, si on veut les comparer, pour faire une analyse au ratio, il faut préciser quand même s'ils ont des parkings ou pas, s'ils ont des sous-sols ou pas, de manière à pouvoir les comparer de manière un petit peu pertinente. Vous voyez que sur le Coquelicot, on a un sous-sol, plus des garages, plus des emplacements extérieurs. Sur l'Hélios, un sous-sol. Sur l'Esther, uniquement des emplacements extérieurs et à Plein Fin, un carport. On a donc réintégré ces éléments avec l'aide de l'Intec en enlevant tous ces éléments pour se ramener à un bâtiment le plus simple possible qui serait type Esther, c'est-à-dire qu'on part du sol, on n'a pas de sous-sol et on a éliminé tous les parkings extérieurs. Faisant cela, on aboutit à des coûts de construction à infrastructure identique, cette fois-ci, qui donnent le Coquelicot autour des 1300 €, l'Hélios autour de 1500, Plein Fin à 1600 et l'Esther à 1700. Voilà, qui vous donne quelques indicateurs au niveau des prix de construction. À côté, on a mis un petit tableau qui rassemble des facteurs qui peuvent influer sur ce prix. On appelle ça le profil. Vous avez la performance énergétique. C'est sûr que Plein Fin va très loin à ce niveau-là, même si Lyon n'en est pas très loin. On a une ambition environnementale en embarquant du biosourcé qui est très fort sur Plein Fin. On est à 122 en masse kg par SDP. Également assez fort sur l'Esther, ça vient d'ailleurs des planchers, puisqu'on a des planchers CLT qui comportent beaucoup de bois. Les ratios qui sont un petit peu pénalisants sur l'Esther, et puis il ne faut pas oublier que sur l'Esther, on a également un grand passage couvert dans la partie basse, qui est un petit peu coûteux pour l'ensemble du bâtiment. Et puis la localisation, alors excusez-nous, il y a une petite erreur, ce n'est pas à Montreuil, c'est Rosny-sous-Bois pour l'Esther, mais là on a une opération qui se situe en Île-de-France, avec des coûts qui sont plus élevés que sur les trois autres sites, bien évidemment. Donc voilà déjà ce que l'on peut donner un petit peu sur les coûts. Vous aurez plus de détails dans le document qui est en téléchargement. Deuxième point, quelques réflexions par rapport à la RE 2020, puisqu'on se pose pas mal de questions. Cette réglementation prendra effet finalement en mi-2021. On attend plusieurs choses, en particulier un indicateur des émissions de gaz à effet de serre réglementaire, avec un plafond que l'on ne pourra pas dépasser. On attend également un indicateur du stockage de carbone biogénique, mais aujourd'hui qui semble devoir rester purement informatif. Et puis un troisième point est également en discussion qui concerne la valorisation du carbone stocké pendant la vie du bâtiment. En effet, vous savez que quand vous utilisez une FDES, vous utilisez du bois, vous avez donc du carbone qui est stocké et on considère qu'en fin de vie du bâtiment, ce carbone est rejeté dans l'atmosphère. Donc le bilan s'annule. Pourtant, on a quand même stocké du carbone pendant la vie du bâtiment, qui peut être de 50 ou 100 ans. À aujourd'hui, ce facteur n'est pas valorisé. On espère qu'il sera valorisé dans le cadre de la nouvelle réglementation. Alors, on a un label qui s'appelle le label biosourcé, qui a toute une histoire. Sa source, il la puise dans un accord-cadre qui avait été signé en 2002, qui était l'accord-cadre bois construction, qui avait établi des points de référence sur l'usage du bois dans la construction. Et il a été repris en 2012, en s'appelant cette fois-ci le label biosourcé, avec un changement d'unité, puisque cette fois-ci, il s'exprime en kilogrammes par mètre carré et non plus en volume. Et puis ont été rajoutés des composants tels que le CLT et surtout tous les isolants biosourcés. Donc, ce label est à votre disposition. Il y a les valeurs références qui sont ici pour le logement, 18, 24 et 36. Et nous avons passé nos 4 opérations à la grille de ce label. Il en sort des ratios de 83, 95, 57 et 122, qui permettent de dire qu'on est sur des niveaux 2, 3 pour l'Esther, également sur Plein Fin.
Et en termes d'obtention du label, seul Plein Fin pourrait l'obtenir, puisque dans le label, au-delà du niveau du ratio embarqué de bois, il faut avoir à minima 2 types de composants biosourcés. Et là, c'est la paille qui fait le deuxième. Un petit flash également sur un outil qu'on a mis à disposition et qu'on a présenté dans un précédent webinaire, qui est une aide à la décision en amont du projet, le simulateur bois et biosourcé. C'est un outil qu'on a réalisé pour les maîtres d'ouvrage qui souhaitent s'engager vers une démarche vertueuse en se disant moi, je veux bien aller vers un ouvrage qui aurait 50 kg de bois au mètre carré, mais quel sens cela a au niveau de la construction de mon bâtiment? On a donc fait ce petit outil qui est en libre téléchargement sur le site Ambition Bois et qui vous donne toute une série d'informations. Si on prend quelques exemples, par exemple un simple bâtiment maçonné, on va avoir un ratio biosourcé qui est très bas, autour de 10, puisqu'on a toujours un petit peu de bois à l'intérieur, et puis un peu de carbone biogénique. On peut l'améliorer en mettant des façades bois rapportées sur la structure béton, auquel cas on va avoir un ratio qui devrait monter autour de 25. On peut aller un petit peu plus loin en se disant je garde ma structure béton sur les principaux niveaux, et puis comme j'ai un duplex en haut, je vais le faire entièrement en bois. Je vais encore monter. Et puis, on peut aller encore plus loin en se disant je vais faire un rez-de-chaussée maçonné qui sera couronné avec un bâtiment entièrement en bois. Et là, on va monter à un ratio qui sera de l'ordre de 60. Voilà, cet outil permet de faire toute une série d'itérations très en amont du projet pour que le maître d'ouvrage sache à quoi s'attendre s'il veut aller vers du bois et l'exiger vis-à-vis du promoteur, par exemple. Un petit focus sur les planchers. Alors les planchers, d'ailleurs, les questions ont été posées là-dessus. C'est un peu le point un petit peu sensible. Va-t-on arriver à avoir des bonnes valeurs d'acoustique? Vous aurez tout le détail des valeurs à l'intérieur du document. Là, j'en ai fait une synthèse. Ce que je peux vous dire, c'est que toutes répondent à la réglementation acoustique. Elles sont toutes conformes. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Si on regarde un petit peu plus dans le détail, vous avez 3 opérations qui utilisent des techniques similaires. Plancher sur solivage, plus résilient, plus chape, on le retrouve sur le coquelicot, l'hélios sur le plein fin, avec des variantes, c'est sensiblement la même chose. Elles ont toutes des très bonnes valeurs. Sur l'ester, c'est un dispositif un petit peu différent, puisqu'on rapporte le complexe acoustique au-dessus, et les valeurs sont un petit peu moins bonnes, mais restent néanmoins dans les demandes qui sont réglementaires. On a pu analyser 2 opérations au niveau du prix de plancher. C'est l'opération Hélios et Coquelicot. On a des prix assez proches pour toutes les deux. Je crois qu'il y a 15 € qui les différencient, ce qui nous permet de les décomposer de manière assez simple. Si on prend la chape, le résilient, le solivage et le panneau, ensuite la double plaque de plâtre en sous-face et l'isolant, on arrive à un total qui est de l'ordre de 200 € du mètre carré. Dernière diapositive, eh bien, c'est les retours. Alors, quelques retours un peu informels que l'on peut avoir sur ces opérations. D'abord, la première chose qui apparaît, c'est un atout maître de ces opérations, c'est la préfabrication. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que les 2 opérations les plus performantes ont un très haut niveau de préfabrication. On le voit sur le coquelicot, où on a tous les murs qui intègrent les menuiseries, des caissons de plancher qui sont intégrés. Ils vont assez loin et ça permet d'avoir une rapidité d'exécution et puis un prix qui est maîtrisé. Ça permet aussi, alors ça c'est Angelo Arabita qui nous l'a fait remarquer, il constate que sur des opérations où on a des clous couverts préfabriqués, on a moins de réserve au niveau de la réception et moins de recours à la dommage ouvrage, ce qui prouve qu'on a des niveaux de qualité qui sont quand même assez bons. La perception du bois par le futur acheteur. Alors c'est toujours très sensible au niveau du bois à l'extérieur et très variable. On a vu que sur l'opération de l'ester, l'architecte a fait le choix d'un bois pré-grisé pour ne pas choquer par rapport à l'environnement et que les gens ne soient pas surpris par le changement de couleur qu'il peut y avoir entre un bois qui est initialement marron et un bois grisé. Donc ça, c'est une solution qui est intéressante. À l'intérieur, c'est assez délicat. Alors, c'est intéressant ce que disait Maxime, c'est que finalement, 95% des gens souhaitaient avoir une sous-face bois au niveau de leur plafond, sachant qu'il y a déjà des poteaux en bois dans le coquelicot. Mais c'est quelque chose qui est à faire avec modération, parce que si on tombe dans le tout bois, ce que nous exprimait le responsable commercial de REI, ça peut être un peu délicat vis-à-vis des acheteurs, c'est à mesurer. Les particularités d'un chantier bois, c'est un chantier plus court, ça c'est quelque chose qui est absolument remarqué sur toutes les opérations. C'est un chantier qui est plus propre et sur lequel on a très peu de déchets. Sur le coquelicot, sur cette opération, il n'y a pas eu de benne de déchets sur le chantier. On a pu carrément s'en passer.
Un point sur la commercialisation, un détail que je n'avais encore jamais entendu, c'est le maître d'ouvrage qui nous a dit qu'ils ont des rebonds au niveau de la commercialisation dans une opération bois, notamment au moment du levage. Parce que les gens qui cherchent un logement voient d'un seul coup l'immeuble s'est levé de manière extrêmement rapide, et d'un seul coup, ils ont une grande confiance dans la livraison dans les temps du bâtiment. Et ils constatent qu'à chaque fois, ils ont un rebond au niveau de la commercialisation quand ils attaquent le levage. Voilà, j'arrête donc là-dessus. Alors, on vous a cité 3 sites qui sont incontournables pour si vous voulez aller un petit peu plus loin. Bien sûr, le site du CNDB où vous trouverez de nombreuses ressources pour travailler sur des opérations de logement. Le site Ambition Bois qui est plus destiné à la maîtrise d'ouvrage avec des éléments d'argumentation sur l'utilisation du bois. Et puis un outil qui est beaucoup plus technique, c'est l'outil catalogue bois construction sur lequel vous trouverez des plans téléchargeables, des recherches par performance sur le feu, sur l'acoustique, sur la thermique, totalement ouvert d'accès, vous pouvez l'utiliser sans retenue. Et enfin, le document que nous avons réalisé, il est désormais en téléchargement, Amandine va nous le confirmer. Sur le site, vous retrouverez le détail de ces 4 réalisations ainsi que la synthèse. Vous pouvez le télécharger dès maintenant. Voilà. On arrive au terme de la présentation. Alors, on a fait les questions un petit peu dans le rythme des interventions, donc il nous reste encore peut-être 3 minutes pour 1 ou 2 questions. Je lis un petit peu dans les questionnements. Le replay de cette présentation sera-t-il disponible? Oui, tout à fait. Dès la semaine prochaine, je vous enverrai le lien de la vidéo avec le lien du document à télécharger aussi. Je regarde. Bon, je vois que tout le monde nous quitte, donc c'est très bien. On vous remercie de votre participation. Merci à nos intervenants d'avoir joué le jeu, de présenter les opérations. Merci. Merci beaucoup à tous, intervenants et aussi spectateurs d'être restés connectés si nombreux. Donc, comme je le disais à l'instant, nous allons vous envoyer d'ici début de semaine prochaine le lien du replay, mais également le document à télécharger qui est déjà disponible sur le site du CNDB. Et je tiens tout particulièrement, au nom du CNDB, à remercier l'Intec qui nous a aidés dans cette action, mais aussi le Codifab qui nous a soutenus dans le financement et la réalisation de ce livrable. Donc, merci beaucoup à tous et puis on vous dit à très très vite pour nos prochains rendez-vous de l'année.